auditeurs et auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e audience du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque convocation, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges au Fawara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vara, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Pour cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la reprise du train voyageur pour ce vendredi. En seconde partie d'émission, il sera question de la décision prise en Conseil des ministres sur la création d'une unité d'élite au sein de la police nationale. Et enfin, il sera question de l'ouverture des états généraux des marchés EA présidés par le chef du gouvernement. Voici les grandes lignes de cette audience du tribunal de l'actualité. Et sur ce, je déclare ouverte cette 5e audience avec l'étape des avant-propos. Juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est l'avant-projet qui porte les importantes conditions d'entrée et de séjour des étrangers au niveau du Burkina Faso, qui a été adopté, qui va être transmise à l'Assemblée législative de transition pour naturellement légiférer. On entend le texte final pour avoir tout le contenu. Mais dans notre contexte il y a, je pense effectivement que par rapport au vivre ensemble, il y a des éléments à voir et à revoir par rapport à la crise. Donc, j'ai dit c'est une crise qui va nous faire grandir sur le plan de vivre ensemble, sur le plan des forces de défense et de sécurité qui vont gagner en expérience, en connaissance et tout, mais aussi, je dis bien dans le cadre de vivre ensemble. Mais ça ne va pas seulement de mon point de vue, ça ne doit pas seulement de mon point de vue concerner que ceux qui viennent séjourner au Burkina Faso. Même au niveau secteur, au niveau village, on doit pouvoir mieux s'organiser. C'est vrai que le Covid avait été annoncé en grande pompe, jusqu'à présent on attend, mais dans beaucoup d'autres pays qui ont vécu de longues crises, quand vous arrivez, la façon de faire avec les voisins, la façon de faire de la population, le conducteur de taxi, le conducteur de bus, vous voyez que ce monsieur se préoccupe également de sa sécurité et de la sécurité des uns et des autres. Il y en a qui participent au renseignement, il y en a qui participent à la vigilance, il y a des questions qui vous sont posées. Vous-même, vous savez que, bon, quelqu'un qui vient nous voir dans son pays qui pose ces questions, il a un intérêt quelque part, sinon, il y a des questions qui, de mon point de vue, ne devraient pas vous être posées. Mais c'est un travail de fond qui a été fait pour que les uns et les autres arrivent à prendre conscience qu'il s'agit d'abord de lui, sa sécurité, de la sécurité de sa famille, de la sécurité de son pays. Mais ici, bon, chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas sa préoccupation, ce n'est pas sa tasse de café ou de thé. Bon, pour vous que pour moi, j'arrive à régler le quotidien pour moi et pour la famille, les proches, et puis bon, le reste, on attend de voir. Donc, j'ai dit, c'est bien de pouvoir le faire, mais c'est aussi d'envoyer le Burkinabé à pouvoir également contribuer aussi efficacement dans la lutte contre le terrorisme. Donc déjà, il y a des pays qui ont réglementé le Togo et le Bénin par rapport au séjour des personnes étrangères, juste après les attaques qui sont survenues dans leur pays, pour pouvoir changer la façon de faire, pour que celui qui rentre également puisse intégrer que, attention, ici, il y a une crise et les gens sont très vigilants. C'est ce que j'avais comme avant-propos. J'ai dit bien en attendant de voir tout ce que la loi va avoir comme contenu après son adoption à la LT. Juge Fawara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est un communiqué du ministère de la Santé. Je pense qu'il est signé par Dr Dabiré, qui est le secrétaire général, et qui rappelle aux uns et aux autres des faits relatifs à la dengue. On est à quand même 511 décès, je pense à la date du 12 novembre. C'est un élément qui est très sérieux. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux se permettent de donner leur décoction, de faire leur proposition contre la maladie à coronavirus. Et très souvent, c'est des éléments traditionnels qu'on vous propose. Et c'est très dangereux. Je pense qu'ici, on l'a déjà abordé avec un spécialiste en matière de transplantation
Parce que sur la question de la dengue, il a dit, pour le traiter, c'est vrai qu'on n'a pas encore un traitement médicamenteux bien clair, mais quand vous l'avez, on traite les symptômes et puis ça passe. Maintenant, si pour quelque chose qui n'est pas, je ne veux pas dire si alarmant parce qu'il y en a qui décèdent, donc il faut le comprendre, pour quelque chose de ce type-là, s'il faut se permettre des traitements qui vont avoir d'autres conséquences dommageables sur certains organes vitaux, vous perdez dans le change et non seulement ça, vous exposez outre mesure. Et c'est bon le communiqué du ministère. Dorénavant, ceux qui s'amusent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, TikTok, a fait le mélange là et puis proposer aux gens et dire voilà comment on fait, voilà. Ce ne sont pas des médecins. Et puis même si c'est des éléments de notre, comment on dit ça, de notre terroir, on dit pratique traditionnelle et tout, mais même le praticien, le tradipraticien là, il est encadré. Ce n'est pas quelque chose que notre médecine ou bien que nous avons exclu. Non, ils sont bien encadrés. Il y a des textes qui les encadrent. Et ça, même dans le communiqué, cela est rappelé. Et pour exercer sur certaines de leurs recherches où il y a des encadrements, on connaît bien la question des dosages, tout est connu, et bien là-bas, il n'y a pas de souci. Et on sait ce qu'ils ont comme traitement sur des éléments spécifiques qui sont autorisés. Mais là, on est sur le cas de la dengue où chacun vient jouer le charlatan et puis après, il n'a même pas eu de conséquences qu'il est en train de créer aux autres. Et donc, le message est clair. Si vous vous amusez à ça et que vous êtes attrapé, vous allez répondre des actes que vous posez. Et je pense que c'est bien de le dire. Les gens, c'est comme 511 décès aujourd'hui. Et il y a des efforts qui sont mis pour que le dépistage se fasse vite et que pour ceux qui savent qu'ils ont la dengue, soit exclu par exemple la prise de certains médicaments, parce que c'est ça aussi qui accélère très souvent l'état critique du patient et après on a des morts. Mais si dans ça on va encore se trouver à se créer des problèmes dans des problèmes, je pense que ce n'est pas bon. Et donc c'est saluer en tout cas ce communiqué là et j'espère que les uns et les autres sauront entendre le message qui a été donné. Annoncé depuis quelques jours, la reprise du train voyageur, c'est pour ce vendredi 17 novembre 2023. Cependant, il s'agira d'une reprise qui concernera uniquement l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, déjà jugé au faveur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que l'on pourrait se poser. Bon, ça je pense que c'est ceux qui sont au sein même de Sitaraï ou des discussions, parce que ça a été une injonction, quoi qu'on dise, faite du gouvernement à Sitaraï pour la reprise du train voyageur. Maintenant, à l'injonction, il y a Sitaraï qui obtempère, mais à moitié, on dirait. C'est ce qu'on pourrait dire, à moitié. Parce que si c'est Ouaga Bobo, ça devient un peu compliqué. Je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un qui a des courses ou bien qui a une visite à faire ou bien qui doit aller voir de la famille, quitter Ouaga pour aller à Bobo-Dioulasso, fera le choix du train, alors que dans les coûts, et ça même ça ressortait aussi dans le mot à dire, vous ne gagnez pas dans le change, c'est pratiquement les mêmes prix. Vous allez, moi je connais le train voyageur, quand on vous dit première classe, je suis désolé, c'est pas le confort que vous imaginez. Donc vous allez prendre tout ce temps-là sur la route parce que le train, notre train là, ce qu'ils nous proposent ici, je me demande si c'est sérieux. Allez ailleurs, vous verrez que c'est pas sérieux ce qu'on est en train de nous proposer ici. On a laissé le parc là aller en désuétude, même le rail lui-même c'est dépassé. Donc c'est ça qu'on nous offre. Et aujourd'hui vous prenez, je ne vais pas citer de compagnie, pour le même prix, très vite vous êtes à Ouaga dans un temps raisonnable, à Bobo-Dioulasso dans un temps raisonnable. Vous allez partir vous mettre dans cette affaire de train là. Ceux qui sont demandeurs du train, c'est ceux qui font, et ne le cachons pas, ceux qui font 2 capitales, c'est-à-dire Ouagadougou jusqu'à Abidjan. C'est ça. Si même ce train allait même jusqu'à la frontière, ça pouvait se comprendre. Mais peut-être qu'on nous expliquera que bon, il y a des petits problèmes, il y a ceci, mais j'ai l'impression qu'avec cette affaire de rail là, nos États n'ont pas été pendant longtemps sérieux avec eux-mêmes et n'ont pas tapé du poing sur la table et Bolloré a continué de ruser. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans une situation où, au lieu d'être un outil de développement,
Pour moi, ça devient plutôt une antenne de captation de sous. On vient, on fonctionne comme on veut, on transporte les marchandises qui nous arrangent, pas nous, qui arrangent Bolloré et ses business et les autres. Mais les pays gagnent quoi dedans? Pourtant, il y a plusieurs organisations de la société civile qui tirent sur la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. On se demande même quel type de convention on a eu. Parce que tous les engagements qui ont été pris depuis le départ n'ont jamais été respectés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait du train un outil de développement. Les villes où vous aviez le train qui faisait des haltes, qui étaient devenus comme un genre de poumon économique dans la zone, ils les ont annulés au gré de leurs intérêts. Et ils ont tué comme ça des grands marchés que les gens avaient aux abords de plusieurs petits villages parce que le train s'arrêtait juste là un temps. Mais ils ont tué tout ça. Juste parce que, bon, voilà, ça ne les arrange plus de s'arrêter là et puis ils ont continué. Alors que c'est d'abord un outil de développement. Mais je pense qu'il n'a pas été pensé tel quel. Ou bien, même s'il a été pensé au départ en termes d'outils de développement, mais en définitive, on n'a pas eu la poigne qu'il fallait pour que ça nous serve vraiment. Sinon, avec le flux voyageurs que vous avez entre les capitales africaines, ne serait-ce que même entre Abidjan ou Ouagadougou, vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut ne pas penser que ce train-là ne soit pas rentable. On n'y met pas le confort, on n'y met pas l'investissement qu'il faut, et depuis, on est là à transporter seulement que des marchandises d'intérêt pour eux. Et le reste, on a juste ce que vous et nous, là, on consomme. Sinon, la vision première, l'intérêt, c'est pas pour le Burkinabé, c'est pas pour l'Ivoirien, c'est pas pour le Malien. Si c'était ça, ce qui avait été entrevu depuis le début, ce train n'allait pas s'arrêter. Normalement, il ne devrait pas s'arrêter là où il s'arrête. On connaît le plan de départ. Et ils n'ont pas rempli leur cahier des charges jusqu'à aujourd'hui. Ils se permettent même de céder ce qui ne leur appartient pas à d'autres personnes et on regarde. Alors, juge Benabougma, nombreux sont ces Burkinabés qui ont salué la reprise du train voyageur. Finalement, avec un communiqué de Citalaï, on apprend que cette reprise concernerait uniquement l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. La question, qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Bon, je ne sais pas, mais je pense que la meilleure question, c'est tout ça pour ça, quoi. Parce que à la suite de ce que le juge a dit, moi je ne sais pas ce qu'il faut ajouter. Si ce n'est que Ouaga et Bobo, les compagnies de transport par bus le font très bien. C'est à peu près le même coût. Et puis en termes de durée, c'est pas pareil. En termes de confort, c'est pas aussi pareil. Bon, peut-être qu'avec la reprise, le confort a évolué, mais on attend de voir. Voilà. Mais je pense que tout ça, c'est la conséquence d'un manque de vision de tous nos dirigeants qui se sont succédés à la tête de nos pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, parce que c'est un train qui siffle entre les deux pays. Donc, celui qui l'avait conçu avec ses objectifs. Bon, il est parti. Et puis bon, quand nous, on a repris les rails, à notre guise en tant que pays indépendant, qu'est-ce qu'on a pu faire? Quelle rallonge on a pu faire? Quelle amélioration on a pu apporter? C'est la question que l'on se pose. Est-ce que réellement on a besoin du train pour faciliter le transport des marchandises et faciliter le transport des biens des personnes? Donc, faciliter le transport des biens et des personnes. À l'échelle, à l'heure où nous parlons, en principe, on devrait avoir plein de rails qui nous relient. Mais nous sommes toujours à des projets avec le Ghana, avec le Bénin, avec ceci, pour pouvoir prolonger les rails jusqu'à ces pays-là, pour faciliter cette embauche. On n'avait même pas besoin de nous dire. Parce qu'en termes de facilité pour le transport des biens et des personnes, c'est prouvé. Ailleurs, ils sont à l'étape des TGV, les trains à grande vitesse, qui vous frappent des milliers de kilomètres en quelques heures. Normalement, on devrait pouvoir, à partir d'Abidjan, un TGV qui va qui traverse le Burkina, qui traverse pour aller jusqu'à Niamey, jusqu'au Niger, au Mali et tout. Non, on n'a pas besoin de souffrir comme ça. Pour que vous ayez le choix entre le vol et le train à grande vitesse, et le TGV. Que vous puissiez avoir le choix entre les deux quand vous êtes pressé, mais vous ne voulez pas prendre les airs. Mais là, vous faites quoi? On a des machines qui roulent à peine. Donc, avec des rails, bon voilà. Quand vous arrivez à la gare, vous regardez nous déjà la gare de train Ouagadougou. Quand vous regardez où la gare est, sa situation géographique, ça c'est pas un problème. Vous regardez tout autour, rien ne vous encourage à franchir les rails, les pas de ces rails-là pour les monter dans ce train-là. Rien.
d'un point de vue extérieur, il n'y a rien qui vous attire. Il y a des façades du bâtiment, vous regardez, vous avez l'impression que c'est un bâtiment abandonné. Rien. Même l'accessibilité a un problème. En termes d'accessibilité, il y a un problème. Pour un fleuron économique d'une telle portée, tout porte à croire que bon, on n'en a pas besoin, on a certainement besoin de ça peut-être pour des instruments diplomatiques, tout. Si tant est que les marchandises, les hydrocarbures, j'en oublie, passent par là, sincèrement, quand vous regardez, ça ne donne pas envie de prendre. Après cela, vous arrivez, bon, même le confort de la gare, vous regardez l'extérieur, c'est pas trop ça. Mais vous voyez même la mécanique même qui est arrêtée, qui va vous transporter. Ça ne donne pas envie d'aller grimper là-bas. Je dis, ça ne donne pas envie. Alors que c'est plus sécurisé. Pourtant, je le disais tantôt, les dénonciations sur la gestion n'ont jamais manqué depuis plusieurs années. Il y a des OSC qui pourtant ont passé le temps à tirer la sonnette d'alarme sur la gestion. C'est pas forcément là. La gestion est liée à la chose, comme on appelle ça, à la volonté qu'on veut faire de l'instrument. En fonction de ce qu'on veut en faire, on trouvera des hommes et des femmes capables pour une gestion saine. Mais est-ce que réellement on en a sérieusement besoin? C'est la question que je me pose. J'ai dit, je me pose bien la question. Pour preuve, quand il y avait coronavirus et que les bus avaient arrêté de circuler, le train passager a arrêté de circuler, c'est le train marchandise qui continuait et qui a permis de desservir et de ravitailler. Ça veut dire que j'ai dit, c'est très important. Et ce que ça apporte, c'est pas du jeu. Quand vous arrivez voir le train marchandise en train de débarquer, c'est beaucoup de choses. C'est un gain. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, mais on ne l'a pas. Je ne pense pas qu'on l'a sérieusement organisé. Hein. On ne l'a pas sérieusement organisé. Et même les travailleurs qui se plaignent, qui ne subissent même pas les mêmes traitements, selon que vous soyez dans l'une ou l'autre capitale où le train dessert. Donc, il y a un problème. Donc, j'ai dit, est-ce que l'objectif c'était d'arriver par exemple jusqu'à Tambao? Ça même nous n'a même pas pu faire. 63 ans d'indépendance, quand le train s'est arrêté là où le colon l'a amené arrêté là, c'est fini. Thomas Sankara a reçu une prolongation. Et puis bon, ça s'arrête là. Avec le grand projet, la bataille du rail. Bon, les rectificateurs sont venus avec la suite qu'on connaît. Donc, qu'est-ce que nous en avons? Qu'est-ce qu'on veut? Tambao est là. C'était pour ça, il faut prolonger jusqu'à Tambao. Thomas Sankara avait cette vision pour pouvoir faciliter voilà. Tous ceux qui viennent de prendre Tambao, c'est avec engagement qu'ils vont construire les rails, ils vont faire ceci, cela, bon voilà, bref. L'État burkinabé devrait pouvoir même être capable de travailler à prolonger ces rails jusqu'à pour faciliter l'extraction de la mine au niveau de Tambao. Mais on n'est même pas arrivé à... On compte sur du PPP, on compte sur des privés, on compte... Alors que beaucoup de pays ont lancé des entreprises qui marchent, des compagnies aériennes qui défient ou qui surclassent des compagnies de l'autre côté. Donc, ici, ce qu'il faut interroger, ce n'est pas le colon, ce n'est pas si. Est-ce que nous en avions sérieusement besoin? Est-ce que jusqu'à présent, on en a sérieusement besoin? Vous, Serge, je ne sais pas qu'est-ce que vous va faire que vous levez, vous prenez votre sac. Je ne veux pas faire de la mauvaise publicité pour le Sitara et décourager ceux qui veulent voyager. Je me pose la question de savoir si vous, Monsieur le Président, vous voulez aller à Bobo. Prenez votre baluchon. La première compagnie qui vous vient en tête, c'est sûr que c'est Sitara. Pas patriotisme. Non. Qu'est-ce qui n'est pas patriotique? Quand vous prenez le bus d'un Burkinabé, c'est pas patriotisme. C'est que les compagnies de bus là, les compagnies de bus de transport qui vont à Bobo là, c'est pour des Burkinabés. Ouais, le manque de patriotisme parce que vous avez pris la compagnie de transport d'un autre Burkinabé. Je vois pas où c'est tout le problème. Maintenant, vous prenez, comment on appelle ça, mais il y a des capitaux privés à Sitara là. Donc c'est pas une affaire de patriotisme. Non, ce n'est pas ça d'abord. Vous regardez en termes de choix, parce que c'est le consommateur qui fait le choix final. Pour aller à Bobo, confort, rapidité, que vous prenez, vous pensez à quoi? À la limite, ce qui peut vous encourager là-bas, c'est les questions sécuritaires. À la limite. Sinon, c'est quoi d'autre? Avant, les gens avaient envie de rentrer dans le train par curiosité pour voir. Mais aujourd'hui, même quand ils regardent les images de wagons là, il arrive, il regarde, il passe ici, on dit que c'est la gare de train. Hein? C'est la gare de train. Il ne va plus jamais venir là-bas.
Juge Geoffroy, est-ce que vous partagez un peu le même point de vue que le juge Bougma qui, en filigrane, estime que nous subissons tout simplement les conséquences d'un manque de volonté politique? Il y a un peu de tout. Il y a le manque de volonté politique, il y a la grosse question de savoir est-ce que nous nous battons pour nos intérêts nous-mêmes. Quand on regarde la régie là, c'était Abidjan, Niamey, ça devait aller jusqu'au Niger. Oui. Le nom même de la régie c'était ça. Et je pense en 1954 que le train arrive à Ouagadougou. Nous on se bat pour le faire partir jusqu'à... L'objectif c'était Tambao. Ouais. Voilà. Abidjan, Niger, et ça c'était en 1985 qu'on a fait ce prolongement. On n'est pas allé plus loin que ça. Mais en même temps, de mémoire, je pense que c'était 2019, je pense, on a le traité d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. L'un des points, et c'est là où on se posait la question, est-ce que la session à Sitara ne va pas poser problème? Parce qu'ils avaient dit, s'ils ne sont pas capables de prolonger les tronçons, selon un délai, je pense qu'ils avaient parlé de septembre, en tout cas, ils allaient revoir les sessions qu'ils avaient à faire. On s'est dit, là, ils se sont réveillés, peut-être qu'on va coincer un peu les gars pour qu'ils fassent un peu d'efforts. Mais après, jusqu'à aujourd'hui, on est allé où? On a l'impression qu'on bande les muscles et puis après on oublie. Sinon, quelquefois, comment accepter que vous avez... Parce qu'on se plaît chaque fois que, bon, oui, on n'a pas l'argent, il faut trouver les moyens, il faut trouver de nouvelles niches, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais quelquefois, il y a quelque chose qui est gros, qui est devant vous, que vous n'utilisez pas, alors que c'est un potentiel énorme. Mais juste parce que vous ne passez pas comment dire cela, vous ne mettez pas dans la rigueur toute l'appréciation que vous deviez. Sinon, logiquement, sur la question de nos rails, il y a longtemps que Bolloré aurait dû être mis out. Jusqu'à laisser, pour qu'il se permette même de faire une session à 100%, il y a longtemps qu'on ne devrait même plus parler de tout ça. Et que on traite le train dans nos pays comme... C'est-à-dire que celui qui se fait transporter dans le train, on le traite comme la marchandise. Prenez le train, c'est la même chose. De première classe, là, ça ne l'est que de nom. Je ne vous parle pas du reste. Comment on peut comprendre qu'en 2023, ça continue de fonctionner comme ça, alors que le flux de voyageurs ne fait qu'augmenter. Les gens ont besoin de bouger, ils ont besoin de se bouger, ils ont besoin d'aller et revenir. Ils sont prêts à payer pour ça. Vous pensez que même si on n'a pas le TGV, et qu'on a un train qui vous permette, par exemple, de faire la moitié du temps que les gens font dans les cars, ils font pratiquement 20 heures, entre 20 et 22 heures pour quitter Ouaga pour arriver à Abidjan. Je ne compte pas le temps pour les autres capitales, c'est un peu ça. Si vous avez le train qui vous permet de faire la moitié de ce temps-là, vous pensez que les gens ne vont pas y aller? La plupart des gens ne sont pas capables d'aller prendre un billet d'avion. Et puis on connaît, même sur la question des billets d'avion, regarde les arrangements qui sont. Quelquefois vous êtes à des saisons où le billet est tellement élevé, ça vous fait moins mal lorsque vous payez un billet pour aller en Europe que lorsque vous payez un billet ici pour aller dans une autre capitale africaine. Des fois on ne s'assoit pas pour réfléchir. C'est-à-dire que tout est cher pour nous. Et celui qui nous transporte, c'est jamais nous-mêmes. C'est ça le problème. Alors que nous sommes sur des... Comment dire ça? On est sur des segments qui sont des segments importants pour le développement d'une nation. Mais non, nous on a cédé, c'est des gens qui gèrent ça. Mais ce qui devait être fait pour booster notre économie, ça ne l'est pas fait, ça ne l'est pas. Mais ils continuent d'avoir pion sur lui. C'est eux, on dit que non, ils ont la logistique pour, c'est un domaine de pointe, c'est ceci, c'est cela. À un moment donné, il faut commencer aussi à créer des champions, à avoir des nationaux qui peuvent porter ce type de projet-là, ou bien qui peuvent se mettre ensemble pour assurer ce type de service-là, et puis on va avancer. C'est pas une digression. Si aujourd'hui on trouve des Burkinabés qui dans le secteur de la banque sont des champions et que d'autres personnes vont déposer leur argent, ils n'ont pas peur, et qu'on commence à s'étendre jusque dans d'autres pays, c'est pas dans tous les secteurs là qu'on peut pas avoir des champions pour le faire. Sinon, moi je trouve que c'est quand même désolant qu'aujourd'hui en 2023 on en soit à ce qu'un État exige à une compagnie qui a des cahiers de charges et qui a des obligations de faire ce qu'elle devrait faire. Et lorsqu'on lui donne l'injonction, elle décide de le faire seulement à moitié. Et encore,
sans que les conditions ne soient vraiment améliorées. Je ne sais pas combien de temps on va continuer de regarder ça. Est-ce que le problème ne pourrait pas se retrouver du côté ivoirien quand on regarde le communiqué de Sitaraï qui dit que le train ne peut circuler en terre ivoirienne, d'où l'idée de maintenir ce train sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Est-ce que le problème n'est pas en terre ivoirienne? Après Bobo-Dioulasso jusqu'à la frontière, là, ça c'est en terre ivoirienne. Ils n'ont qu'à nous montrer leur bonne foi. Arrivez à la frontière, puis vous allez parler de la partie ivoirienne. Vous n'arrivez même pas à la frontière, vous voulez donner des excuses. Pour moi, ça me rappelle le générique du tribunal. C'est des faux fuyants. Ça, c'est des faux fuyants. Mais je trouve que c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Sur la question Et ce qui me fait mal, c'est que ça a été porté par la masse et par des leaders que nous avons. Poser le problème du train, là, ça a été posé. Mais on a l'impression que peut-être que ça nous dépasse. Mais comment est-ce que quelque chose qui nous appartient peut nous dépasser? C'est toute la question que je me pose aujourd'hui. Et je trouve que c'est aberrant ce qu'on est en train de vivre avec le train. Nos pays ne sont pas capables de se parler. C'est vrai que le Burkina tout seul ne va pas décider. Si ça a été pensé Abidjan, Niger, qu'est-ce que nous avons repensé? Je le disais tout à l'heure, 154, je pense que le train arrive à Ouaga. Le rail arrive à Ouaga. Nous, on fait des prolongements jusqu'à 85. Mais nos États même là, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme disait Bernard, pour que cet outil de développement-là, ils se l'approprient pour dire, nous voilà comment nous on veut que ça se passe. Nos pays sont maintenant indépendants, ils doivent pouvoir se parler. Je suis heureux que, c'est vrai qu'on parle de l'AUS maintenant, mais c'est des éléments qui ont été mis dans la balance lorsqu'il y avait un rapprochement, mais en son temps, il n'y avait pas forcément le Niger, c'était un rapprochement Guinée, je crois, Burkina, Mali. On parlait de la question du chemin de fer. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui commence à s'imposer à nous. D'accord. Pour terminer sur le sujet, juge Bougma, est-ce que le problème ne pourrait pas se situer en terre ivoirienne quand on regarde le communiqué de Sitaraï qui dit que le train ne pourrait circuler au niveau de la Côte d'Ivoire? Tout ça, c'est vrai. Mais quelles sont les ambitions que nous donnons à ce projet-là? Les Burkinabés et les Ivoiriens se sont parlé à plusieurs reprises. Sur ce même plateau, des travailleurs de la même compagnie sont venus dire qu'ils n'ont pas les mêmes traitements selon que vous soyez en Côte d'Ivoire que selon que vous soyez au Burkina. Ils ont dénoncé ces disparités-là, ces dysfonctionnements. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Donc, effectivement, maintenant, le Burkina seul ne peut pas. C'est la question que j'ai dit, et c'est pourquoi j'ai dit au début, les dirigeants n'ont pas pu, effectivement, s'accorder pour pouvoir mieux gérer ce fleuron-là. Celui qui l'avait créé avait un objectif à atteindre. Il est parti. En principe, aujourd'hui, vous quittez Abidjan, vous arrivez à Bobo, vous avez la possibilité de bifurquer pour aller au Mali si vous voulez. Si vous voulez également, vous traversez Ouagadougou jusqu'à Ouaïguia, jusqu'à la frontière Mali pour traverser, rentrer comme vous voulez, puisque c'est possible. Mais on n'a même pas pu faire ça. On n'a même pas pu faire en sorte même que ça puisse nous servir à transporter nos matériaux. Pour que nos bétails, en fait, il y a tout ça. Donc il faut que les animaux arrivent à Ouaga ou à Bobo pour être transportés. On devrait pouvoir faire en sorte que c'est le train-là qui se rapproche des matières premières. Mais c'est la matière première qui file pour aller jusqu'en gare de train. Non. Donc, maintenant, quand vous dites que est-ce que le problème ne se situe pas en terre ivoirienne, là n'est pas véritablement la question. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. À partir de ce moment, on peut mieux se parler entre nous et puis la Côte d'Ivoire. De toute façon, c'est la même compagnie qui dessert les deux. Donc ici, et quand on parle de cahier de charges, Dr Nestorine Sangaré en a fait son cheval de bataille. Elle a dénoncé à plusieurs reprises que, comme on appelle ça, ceux qui ont récupéré la gestion n'ont pas rempli leur cahier de charges et que c'était d'ailleurs suffisant pour tirer toutes les conséquences. Depuis de nombreuses années, les deux pays avaient déjà cette possibilité-là de pouvoir faire tirer les conséquences à celui qui a repris le train. C'est pas fait. Jusqu'à ce que la personne cède ça d'ailleurs à une tierce personne. On est toujours là-dedans. Donc le problème n'est pas seulement, c'est pas forcément du côté de la Côte d'Ivoire. C'est d'abord au niveau des dirigeants des deux pays. Qu'est-ce qu'ils veulent pour le train? Mais ils ont raison. Ils prennent des jets privés. Ou s'ils sont à bord de véhicules ça va vite. Ils n'ont pas un problème de déplacement. Comme vous et moi, si vous vous levez aujourd'hui pour aller à bout, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc,
ce n'est pas la même chose. Est-ce que réellement, en plus du fait que ça comment on appelle ça, ça facilite la tâche aux populations en termes de déplacement pour la circulation des marchandises, est-ce que, je pense que si on ne pose pas ces vrais problèmes de fond, on va s'accuser pour rien. En réalité, qu'on accuse la Côte d'Ivoire ou qu'on accuse le Burkina, ce sont des faux fuyants, comme l'a dit Jouva. On trouve des arguments pour pouvoir attraper. Le vrai problème, il n'est pas là-bas. D'accord. Dernière réaction, Juge Fava. Oui, moi je pense que le problème, il y a aussi qu'on ne se parle pas, ou bien que peut-être que les changements de part et d'autre, c'est-à-dire que Côte d'Ivoire et Burkina, pendant longtemps, ont été des moments aussi comment dire cela, d'opportunités de ruse, notamment pour Bolloré en son temps. Parce que regardez, c'était de 1994 où Bolloré obtient ce contrat-là jusqu'à 2004. Ce qui était entendu, il a fait en gros peut-être trois avenants. Parce qu'il tirait le meilleur parti de la crise ivoirienne, la crise en Côte d'Ivoire, pour ne rien faire. Et normalement, il devait verser 2% de son chiffre d'affaires, par exemple à l'État burkinabé, pour utiliser le rail, parce que c'est notre patrimoine. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais versé un copec. Jusqu'à ce qu'ils viennent dire que non, il a fait des investissements et tout. Et le fait que le train soit resté, du fait de la crise là, pendant 18 mois sans chose, il a eu un moratoire où sa dette a été revue, beaucoup d'autres éléments. Mais juste parce que quand il y a une partie qui est en crise, ils tirent le meilleur parti, ils font de la ruse. On n'a jamais fait de vrais investissements sur nos rails là. Et tout ce qu'il a pu faire, c'est de prendre et privilégier le transport de marchandises, parce que c'est ça qui est d'intérêt pour eux. Pour développer notre flux et le renforcer. En termes de voyageurs, ça n'a jamais été. La preuve, même les gares secondaires, là, ils les a annulés comme ils voulaient. Mais est-ce que nous, on peut se faire harakiri comme ça pendant des années, puis on est là, on est assis? Soit on s'assoit à un moment donné, on se dit c'est un outil de développement et puis on s'assume, ou bien vraiment c'est que peut-être la question là, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est des contradictions quand vous regardez, ça fait mal. Quelquefois, on est en train de se gosiller sur des éléments, alors qu'il y a des choses qui demandent pas plus que de la conviction et de la fermeté pour être résolu. Deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. En Conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement burkinabé a décidé de la création d'une unité d'élite au sein de la police nationale dénommée Groupe spécial d'intervention de la police nationale. Déjà, juge Bernard Bougma, qu'est-ce qui pourrait justifier la création d'une telle unité? Oui, mais je pense que le justificatif a été déjà donné au niveau du Conseil des ministres, parce que vous avez les Goumi et puis vous avez l'UIPN, alors que le compte rendu dit que les deux entités partagent à peu près les mêmes missions. Donc il fallait régler cette situation, il fallait régler ce problème-là. Donc le compte rendu le dit expressement. Je pense qu'il n'y a pas une autre explication en dehors de ça, parce que le souci, peu importe la dénomination, c'est l'efficacité qui est demandée. C'est l'efficacité, que les uns et les autres cherchent. Donc, on n'en sait pas plus que ça. Voilà. Donc, changement de dénomination. Est-ce qu'il y aura maintenant réorientation des missions? Bon, ça c'est une autre grande question qu'on se pose. Mais c'est la raison que le gouvernement a donnée pour pouvoir créer cette entité-là. Je tente difficilement d'ouvrir pour rappeler clairement ce qui a été dit, les raisons qui ont prétendu à ce changement-là. Donc, ils l'ont dit dans le compte rendu comment on appelle ça? De mercredi dernier. Voilà, de mercredi dernier en Conseil des ministres. D'accord. Alors, juge Favaha, dans cette guerre qui nous a été imposée depuis longtemps, on a mis assez de temps avant d'utiliser toutes les forces qu'on avait autour de nous. Je parle de la police nationale. On a eu les Goumi qui sont en train de prouver. On parle d'une unité d'élite, même si c'est pour éviter une certaine ressemblance avec l'autre unité qui existait. Pourquoi avoir mis assez de temps avant d'explorer tout ce qu'on avait à l'intérieur de nos forces armées nationales ainsi? Moi, je pense aussi que les changements se font d'abord au regard de constats d'insuffisance. Mais pour ça aussi, il faut accepter d'abord d'être dans un genre d'action. Et je crois que tout ce qu'on est en train de voir, je le dis encore, c'est que pour moi c'est lié à une dynamique. C'est qu'il y a un capitaine Ibrahim Traoré qui a décidé de faire une guerre. Quand vous n'allez pas dans cette dynamique, je ne pense pas que vous puissiez voir tous les problèmes d'adaptation que vous devriez relatifs à la guerre que vous voulez faire.
C'est parce que maintenant, on est dans une dynamique d'offensive, on est dans une dynamique dans laquelle on se dit que bon, il y a, comment dire cela, il y a une guerre à faire, qu'on est en train d'arrimer les choses. Même sur la question des eaux et forêts, jusqu'à eux, ils ont été touchés. Mais pourquoi? Parce que à chaque fois que dans la pratique et dans le terrain, les éléments se font, on voit la contribution qui peut être, par exemple, celle de certaines forces, mais seulement il suffit aussi d'adapter leur utilisation au contexte. Mais quelquefois, ça demande aussi qu'il y ait une réorganisation textuelle. Il faut qu'on prenne on prenne des textes pour pouvoir élargir leurs fonctions, mais les mettre un peu plus à l'aise. Qui sait, peut-être même que demain, nos polices municipales là ne vont pas rester dans leur simple fonction dans lesquelles elles sont, alors qu'on sait qu'elles devraient aussi avoir vocation de contribuer à la sécurité intérieure à un niveau supérieur à celui de la ville. Donc, ça veut dire que petit à petit, il y a ce genre d'adaptations qui sont faites, de ce genre de réflexion au regard sûrement des insuffisances. Et c'est normal que cela touche aussi la police nationale. Peut-être que ça va aller encore un peu plus loin. Donc pour moi, ce n'est pas surprenant. Maintenant, nous ne sommes pas des puristes de l'art de la guerre, mais je pense que c'est la lecture première qu'on peut faire au minimum de ce qui est en train de se faire. D'accord. Quand on regarde le travail accompli par les Goumis sur le terrain, la création de cette unité d'élite en plus, on a vu les policiers qui ont disparu de la circulation. La question, on se la pose, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de mettre à profit tout ce qu'on avait comme entité autour de nous? Deux raisons. La première raison, c'est des choix politiques, c'est des volontés politiques de créer des entités spécialisés dans les différents corps. Donc c'est le politique qui regarde, qui dit que je crée. Voilà. Avant l'USIGN, il y avait ce qu'on appelle en son temps, comment on appelle ça, l'équivalent en France. Nous on avait une unité spéciale de la gendarmerie nationale, l'UGN, dont d'ailleurs le tout premier commandant est décédé, M. Bayala est décédé, le colonel Bayala, colonel magistrat à la retraite, magistrat militaire à la retraite est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Donc, après, ça a été supprimé. Ce corps d'élite de la gendarmerie a été supprimé. Maintenant, on a lancé les IGN pour reprendre encore cette unité spéciale de la gendarmerie nationale parce que l'autre était inspiré, voilà, il y a même l'équivalent pratiquement en France. Donc je dis c'est le politique qui regarde en fonction des objectifs et des résultats atteints qui crée. Donc on est arrivé, vous prenez la seule police, vous avez des unités spéciales qui y sont. Vous avez la compagnie républicaine de sécurité, la brigade anticriminalité, l'UIPN. Voyez-vous déjà, c'est des entités spécialisées de la même police nationale. Au niveau de l'armée, il y en a beaucoup. Il y a aussi plusieurs entités spécialisées. Bon, sous le président Kaboré, les forces spéciales ont été créées. Après, il y a plusieurs autres unités également qui ont été créées avec des dénominations diverses. Donc, maintenant, dans la restructuration, j'ai dit le compte rendu du Conseil des ministres, je peux vous dire que maintenant, face à, comment on appelle ça, après la création des Goumis en 2021, à l'application, ils ont dit que bon, ils ont les mêmes attributions que l'UPN. Donc, il faut restructurer l'UPN en vue de l'adapter au contexte sécuritaire actuel et futur, d'où la création du groupement spécial d'intervention de la police nationale. C'est un groupement en remplacement de l'UPN. Donc, on n'a pas le texte en entier, mais on a l'impression maintenant que dans tout le groupement maintenant, il y a comme on appelle ça, le groupement d'intervention de la police nationale, c'est-à-dire un groupement spécial où il y a des corps, et puis bon voilà. Donc, ils disent que c'est pour faciliter également les choses, voilà. Mais ce qui est dit aussi, c'est un Français où ils ne sont pas rentrés à l'intérieur, puisqu'il dit le groupement d'intervention de la police nationale est une unité d'élite ayant pour mission la gestion opérationnelle des situations de crise sécuritaire complexes et de toute autre opération d'intérêt stratégique. C'est un langage militaire, voilà, pour pouvoir permettre de mettre tout ce qu'ils veulent dans chaque mot, mettre un contenu voulu. Donc, j'ai dit la première volonté, c'est la volonté politique. La deuxième raison, c'est maintenant, en fonction de... La deuxième raison, c'est des choix. C'était les textes. Voilà, la deuxième raison, c'est les textes. Il y a des textes qui ne permettent... Vous dites que pourquoi on l'attendre maintenant? Vous regardez
vous regardez les textes au niveau du Burkina et même partout ailleurs, les corps sont en catégorie 1, 2, 3. Donc en fonction des enjeux, il y a tel corps qu'on met en jeu. Parce que vous n'allez pas envoyer les militaires pour une émeute à Roroko. Non. Il y a une police anti-émeute qui est là. Donc il y a une police qui s'occupe de ces questions-là. Donc, et maintenant, vous n'allez pas envoyer la police à la défense du territoire à la frontière pour une guerre qui est déclarée. Donc c'est organisé de telle sorte qu'il y a des forces de défense, il y a des forces de sécurité intérieure, et il y a même des forces de campagne comme la gendarmerie. Donc c'est organisé ici. Mais maintenant, dans notre crise, donc, la volonté d'impliquer toutes les forces a été inspirée, et donc finalement il fallait créer des unités qui étaient déjà dans la lutte contre la criminalité, la grande criminalité, la cybercriminalité, les mœurs, les drogues et tout. Donc maintenant on est arrivé sur les questions de terrorisme, dont les Goumi ont été créés, et puis bon voilà. Donc au fur et à mesure que ça avance, regardez effectivement, comme vous l'avez dit, la police nationale a disparu de la circulation. C'est maintenant la police municipale qui s'occupe de la circulation. À cette allure, il ne faut pas craindre que la police municipale aussi entre dans la danse. Dans quelle danse? Au niveau de la reconquête du territoire national, et permettre aussi d'avoir une certaine unité en leur sein. Elle y est déjà. Dès lors qu'elle s'occupe d'abord de ces questions-là, et puis il y a eu des dotations conséquentes en armes. À la police, aux différents policiers municipaux, à l'échelle nationale. Il y a une dotation conséquente en armement. Et donc, il y a eu un recyclage des éléments de la police municipale. Et ensuite, il y a, en tout cas, on n'a pas la confirmation, mais nous avions appris qu'il y a aussi, il est envisagé la création d'une unité spéciale au sein de la même police municipale. Mais l'engagement va être volontaire, ça dit que le recrutement c'est volontaire. Vous voulez vous faire enrôler comme élément des forces spéciales de la police municipale, mais vous êtes déjà policier municipal avant d'y aller. Donc, pour pouvoir faire face également aux défis des questions sécuritaires au sein de la ville. Au sein de la ville. Parce qu'aujourd'hui, regardez, cette même police municipale qui doit réglementer un certain nombre de choses en circulation. Vous avez un débit de poissons parfois qui gêne, mais ils n'ont même pas les moyens d'y faire face. Ils ne sont pas suffisamment dotés pour y aller. Vous partez avec quoi? Avec des matraques et de quoi? Vous faites quoi? Donc, il y a cette réflexion-là pour pouvoir faire. C'est ce qui fait que à la fin de cette guerre, j'ai dit bien, on sera aguerri. Mais il y a tellement d'unités spéciales aussi que après on se pose la question de la coordination, de l'utilité de tout ça, parce qu'il y en a tellement. À la gendarmerie, il y en a tellement. Dans l'armée, il y en a. Dans la police, j'ai cité les entités, CRS, comment on appelle ça, Brigade anticriminalité, UPN et puis Goumi. C'est vrai que les missions sont séparées, mais on a suivi également le reportage il y a quelques jours, la compagnie Buffalo, qui est aussi une compagnie de la police nationale avec d'autres missions. Donc j'ai dit, on a tellement d'unités spéciales dans les différents corps que est-ce qu'après on n'aura pas un problème de coordination? C'est des questions que je me pose. Mais si les missions sont clairement exprimées, comme ils viennent de le dire, parce qu'à l'application, si Goumi et UPN avaient à peu près les mêmes missions et qu'il fallait restructurer l'UPN, pourquoi on n'en arrive pas là? Est-ce que dans les autres corps, on n'aura pas également ce problème-là? Mais j'ai dit, c'est sûr qu'à la fin, nous allons sortir mieux aguerris et on aura des corps spécialisés dans toutes les entités. D'accord. Alors, juge Favaha, on va aborder le dernier sujet de cette audience du tribunal de l'actualité. Les états généraux des marchés EA qui se sont ouverts ce 16 novembre à Ouagadougou et qui ont été présidés par le chef du gouvernement. Le premier ministre Kélem de Tambela entend restaurer l'ordre et la discipline dans les marchés EA. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair que c'est un objectif qui pour moi est noble. Maintenant le problème c'est la conception que nous-mêmes nous avons des marchés. La conception que nous-mêmes nous avons des marchés. Quand on vous dit ici là ce n'est pas un marché, ça veut dire ce que nous pensons même de ce qu'est un marché. Quand vous dites ici là ce n'est pas un marché, ça veut dire qu'ici là on ne vient pas et puis on fait ce qu'on veut. Et ceci. Parce qu'au marché, on s'installe comme on veut, où on veut, on fait. Si on a sa petite place, on fait ce qu'on a à faire. Mais ça veut dire que dans la mentalité, il y a quelque chose déjà à changer.
On a vu les marchés qui ont été construits ici, Roudouoko, avec les décisions qui ont été prises sur, par exemple, le fait que ceux qui ont des boutiques ne devraient pas excéder des périmètres bien définis et tout. Mais souvent, ils ont eu mal à partir avec même la police qui les gère là-bas. Parce qu'ils sont un peu plus puissants même que ceux qui les surveillent. Et ce n'est vraiment pas simple. Donc, je veux dire, il y a à travailler déjà sur les esprits. Et pour moi, c'est ça. C'est comme ça qu'on impacte le comportement. Il y a une conception du marché qu'on doit changer chez nous. D'ailleurs, il y a des pays où vous partez, quand vous voyez un marché, vous êtes content. Quand vous voyez certains marchés, parce que attention, vous y allez, vous voyez des marchés modernes, mais après, pas loin, vous voyez aussi des marchés spontanés. Et les marchés spontanés, ils répondent aux mêmes réalités, aux mêmes principes que ce que nous pensons du marché habituellement, qui est des gens de non-organisation. Mais ça, il faut que ça change. Parce que quand vous voyez au fur et à mesure les marchés qui ne font que prendre feu, après quand vous fouillez, c'est qu'il y a des indélicats qui se permettent de venir par exemple, comment dire cela, venir stocker par exemple de l'explosif, des éléments comme ça. On peut comprendre comment est-ce que quelqu'un peut réfléchir de cette façon. Mais c'est parce qu'il s'est dit que c'est un marché. Mais ça, c'est pas normal. Donc, il y a quelque chose à faire. C'est clair sur nos marchés. Et puis, bon, le Premier ministre qui disait, et c'est ce qu'on espère, hein, qu'ils auront la poigne parce que eux, ils ne cherchent pas des votants, ils ne sont pas dans une logique d'élection, donc ils n'ont que des arrangements. C'est un peu ce qui doit être fait, va être fait. C'est ce qu'on va espérer. Parce que c'est vrai qu'avec le politique, on dit, mais quand il s'agit maintenant de faire, surtout concernant les marchés, là, ça devient compliqué parce que c'est un genre de grand électeur, parce que derrière chaque commerçant, derrière chaque groupement de commerçants, ils savent que derrière, c'est des capacités de mobilisation, surtout pour eux en termes de vote. Donc quand ils y vont, ils vont après avec ils ont le propos devant les caméras et après ils ont le propos lycée devant et des fois même l'inaction quand il faut passer à l'acte. Mais on espère que cette fois-ci, bon, ça va se faire. Alors, juge Bernard Bougma, le Premier ministre qui a présidé les travaux au niveau de l'ouverture des états généraux des marchés EAR, a estimé que l'une des causes du désordre dans nos marchés EAR, c'est tout simplement les politiciens qui donnent des faveurs à leurs partisans. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Non. Il y en a, oui, mais ce n'est pas tout le monde. C'est des électeurs qu'il faut ménager. Mais ce n'est pas tout. On a vu les efforts de l'ancien maire de la ville de Ouagadougou, politiquement bien trempé, Simon Compaoré, qui quand il a lancé la police municipale a voulu mettre de l'ordre dans le même marché Roudouoko. Les éléments de la police étaient divisés en 4 groupes. Chaque élément, j'ai oublié le nombre de l'ensemble le chiffre exact des policiers municipaux qui avaient été mobilisés pour gérer Roudouoko. Mais il y avait 4 groupes. Et chaque groupe gère avec un des délégués du marché qui parle à ses hommes. Vous ne devrez plus envoyer des gaz pour allumer là-dedans, vous ne devrez plus faire ceci, vous ne devrez plus circuler en sens interdit, tout. Il dit qu'il est d'accord. Il part parler à ses hommes, il dit qu'ils sont d'accord. Il n'y a plus d'occupation anarchique, ils disent qu'ils sont d'accord. Quelque temps après, vous revenez, le même délégué là, qui allait parler à ces hommes là, c'est lui-même qui allume le gaz là dans sa boutique. C'est le même délégué qui arrive en sens interdit. Vous l'interpellez et puis le délégué vous dit: ah non, bah, nous aussi on est ensemble ici, on peut quand même, on peut pas se faire ça. C'est nous vous aide à mettre l'ordre et puis vous voulez nous interpeller. Et regardez comment il prend ça. Pour lui c'est des faveurs. Comme lui il met l'aide à mettre l'ordre, si lui il est en sens interdit, c'est pas grave. Il est en train de vous dire que si vous vous en prenez à moi, ce que vous êtes venu faire là, ça ne va pas marcher. Il y a un des politiques qui dit lui il a quitté le marché des Pités parce que lui sait que vous ne pouvez pas mettre de l'ordre ici. Mais ça, ce n'est pas le politique. C'est d'abord le mind du Burkinabé. Si les questions d'incivisme routier là, c'est un homme politique qui dit aux jeunes à Ouagadougou de ne pas respecter le feu tricolore. C'est un homme politique qui dit ça. Non. Qu'on ait des problèmes à régler avec les hommes politiques, oui.
Que des hommes politiques ont eu des façons de faire qui ne sont pas bien, oui. Mais attention, ne jetons pas l'opprobre sur l'ensemble des hommes politiques. Si moi, Compaoré a plusieurs fois été chassé au marché Roroko, ils l'ont dit quoi, Amoré? C'est comme Geoffroy l'a dit, Raya Yare, le marché c'est le désordre. Ils l'ont dit ça. Ils ont dit à Simon, laisse-nous tranquille. C'est un marché. C'est quel ordre tu veux mettre dans un marché? Ils lui ont répété en principe, à la flamme fétiche, à Moré, Raya Yare, le marché c'est le désordre. Laisse-nous dans notre désordre. Roroko a pris feu. Quand ils ont repris, même pour les questions de déplacement et tout, aux alentours du marché, on ne voulait plus qu'il y ait de la circulation. Finalement, ça n'a pas, mais on n'a pas pu gérer ça. Mais au moins, les sens interdits. En tout cas, aujourd'hui, ça va. Ce n'est pas un effort à faire pour que les gens respectent l'ordre qui n'a pas été fait. Non. C'est pas qu'ils passent par leur bon petit pour accorder des faveurs, ce n'est pas ça. Le comportement même du Burkinabé sur certains aspects, l'incivisme a pris le pas dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement au marché. Donc même en circulation, les gens ne respectent pas l'ordre. Même. Non, ça ce n'est pas le fait seulement des hommes politiques. Mais tout récemment, quand la mesure a été prise de décaler de 2 mètres pour libérer la voirie, je suivais à l'émission Infoscopie de Watt FM, sur le même plateau d'émission, un représentant de la police municipale, M. Pamtava, qui s'occupe de la communication, et celui qui représente les marchés IA. Celui des marchés IA dit non, qu'on ne leur a pas associé à la prise de décision. Et que ça va être difficile, et que les gens ont déjà construit, et c'est compliqué. M. Pamtaba lui pose la question. Vous voulez nous dire que vous avez construit un matériau définitif? Puisque vous savez que quand vous venez pour occuper l'espace public en face de la voirie, vous ne devrez pas le faire en matériau définitif. Si vous l'avez fait en matériau définitif, ça c'est à vous de vous en prendre à vous-même. Mais il y a combien qui ont les caniveaux là qui ont disparu? Non, sortons. Quand vous circulez, regardez. Il y a des boutiques qui sont posées sur des caniveaux. C'est un homme politique qui lui a apporté le ciment. Non. Non, c'est-à-dire, on n'est qu'à un début d'exercice de pouvoir. Dans les premiers mois, dans le diagnostic, on accuse. Je peux comprendre. Mais après, c'est des réponses à apporter. Maintenant, dans le diagnostic, nous dire que le désordre est la résultante également des hommes politiques, c'est un argument, mais ce n'est pas le principal argument. Parce que dans beaucoup de situations, le Burkinabé est devenu beaucoup plus incivique. Et ça, ce n'est pas seulement l'homme politique qui l'a envoyé pour aller être incivique. D'accord, nous sommes en fin d'audience. On va prendre votre avis sur cette question. Le chef du gouvernement qui estime que l'une des causes du désordre dans nos marchés IA, c'est tout simplement ces politiciens qui donnent des faveurs à leurs militants. Qu'est-ce que vous en pensez pour conclure? Non, les groupements de commerçants sont puissants. Ça, c'est une réalité. On l'a vu ici. Et même comment l'élection, même quelquefois, le renouvellement de leurs instances, vous voyez qu'il y a de fortes pressions parce que dedans, il y a un fort jeu politique. Ça, c'est vrai. Mais, j'ai dit que comment on appelle, le désordre, là, c'est d'abord quelque chose qui émane d'une perception mentale du marché. Ça, il faudrait que le Premier ministre l'accepte. Ce n'est pas les politiciens qui ont créé ça. On a une conception du marché qui pose problème. Et je suis d'accord avec lui, on manque d'espace. Construire des marchés comme ça, il faut commencer à en faire en hauteur. Ça oblige à être plus propre, à être plus organisé et à être plus structuré. Ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi une vérité, c'est que les politiciens les ont longtemps aussi caressés dans le sens du poil parce que, j'ai dit, c'est des gens qui pèsent aussi quelquefois et qui vous amènent des électeurs. Et ça, c'est quelque chose de non négligeable. Mais la perception du désordre au marché, là, c'est d'abord mental. Et ça, c'est comme ça. Il faut qu'on travaille d'abord sur ces mentalités-là. Il faut qu'on accepte de voir le marché autrement. Et bien le problème c'est qu'il y en a qui vivent de ce désordre. Hein. Donc à ceux-là vous allez dire quoi? Il y en a qui vivent de ce désordre-là, ils aiment ça. Ils viennent, ils prennent des magasins. À un coup, il a 3, 4, 5, 6, 7 magasins, on ne sait pas comment ça se fait avec la mairie. Il vient, il les loue à d'autres personnes. Je vous rappelle une formulation du chef de l'État qui pourrait s'appliquer. L'intérêt individuel ne pourrait primer sur celle de la nation. Il vient, il les loue à d'autres personnes, 2, 3, 4, 5 fois plus cher. Donc lui, il est assis. Les choses de la mairie, là, c'est comme si c'est pour lui. Il vient, plus il prend ses loyers et puis il est assis.
Mais le Premier ministre l'a dit, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de complicité aussi à la mairie quand vous regardez. Donc tout ça, il y a des éléments à saisir. Je pense que ce sont des questions qui vont être discutées profondément. Et ça, c'est ce qu'on pourrait espérer. Mais surtout qu'après les discussions, les propositions, l'action. Point final pour cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard d'analyse tout au long de la semaine. Merci juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture tout au long de la semaine également. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre constante fidélité à cette émission. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.